Ouais, non, alors je te préviens, celle-ci, j'ai pas du tout envie de la faire, alors. Oh, mais c'est toi qui voulais une chaîne YouTube et qui passe ton temps à te plaindre que t'es pas foutu de créer du contenu régulier. Alors maintenant t'assumes et tu fais ce que t'as à faire. Tarlouse! Salutations à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série. Alors, Port Aventura, c'est quand même un sacré morceau qu'on attaquera probablement un jour dans un format un petit peu plus adapté, car Dieu sait que j'en ai des choses à dire, d'autant plus que vous allez voir dans cet épisode, il s'en passe des carabistoïdes dans ce parc. Alors ne vous désabonnez pas trop vite, hein. On en parlera en long, en large, en travers. Quand, je ne sais pas, mais ça se fera. Port Aventura, je pourrais vous en parler pendant des heures, à commencer par son charmant land méditerranéen, absolument délicieux et au style à peu près inégalé. Hormis bien évidemment par Tokyo Disney Sea, mais bon, là on triche. Projet initié en 1988 et inauguré en 1995, ce parc a été, je crois qu'on peut le dire, au centre d'un conflit politico-national digne d'un James Bond. Et parce qu'entre les différents investisseurs, les querelles avec Disney pour le terrain, les divers rachats de franchises et les guerres communales, alors je vous jure, on va bien rigoler. Mais d'ici là, on va quand même se faire un micro-historique en speedrun, histoire de comprendre quand même où on met les pieds. Si initialement c'est le groupe Busch Entertainment qui apportera une partie du capital ainsi que son expertise quant à la construction et gestion d'un parc d'attractions, différents acteurs financiers viendront à tour de rôle mettre leur petit grain de sel dans ce projet pharaonique, modifiant ainsi et à de nombreuses reprises le nom et les différentes directions artistiques du futur parc à thème. Et l'un d'entre eux, vous le connaissez bien puisqu'il s'agit ni plus ni moins que du géant Universal. Et c'est donc en 1998 qu'Anheuser-Busch s'associe à Universal Parks & Resorts, lui cédant au passage 37% d'actions, permettant ainsi des attractions basées sur les franchises populaires du groupe américain, mais surtout l'utilisation de ses personnages. Et oui, c'est en 1999 que le parc est rebaptisé Universal Sport Aventura et intègre désormais ses nouvelles mascottes Woody et Winnie Woodpecker. Sans compter évidemment Popeye, la Panthère Rose, Betty Boop, etc., etc. Vous les connaissez. Puis en 2004, Anheuser-Busch vend sa participation à Invest Industrial. Bref, un fonds d'investissement européen. Cependant, le partenariat avec Universal reste intact, permettant ainsi au parc de continuer à bénéficier de la marque et des nouvelles attractions liées à Universal. Cela ne durera pas bien longtemps, puisqu'une année plus tard, Universal vend ses parts en gardant toutefois 1,5% des bénéfices du resort sous forme de contrat d'utilisation de licence. Vous avez beaucoup de chance, les fleurs et les couronnes sont déductibles. Et c'est toujours pas fini, puisqu'en 2017, la plus grande arnaque parconautique européenne est sur le point de voir le jour, sous le doux nom de Ferrariland. What the f*** is this piece of shit? Un nouveau land bien pourri qu'ils arriveront à nous vendre comme nouveau parc, et avec l'entrée payante s'il vous plaît. C'est donc officiel, le resort désormais nommé Port Aventura World devient un complexe de loisirs grâce à ses soi-disant 3 parcs, dont un aquatique et ses 3 hôtels. Voilà, ça c'était la partie un peu barbante mais nécessaire pour comprendre la finalité du sujet d'aujourd'hui. Nous voici donc en septembre 2022 sur l'autoroute qui mène en Catalogne et après une rapide pause tactique à la Jonquera, nous décidons de passer quelques vidéos YouTube afin de nous informer un peu sur les actualités du resort. Aujourd'hui, on est à Port Aventura World, yeah, Port Aventura. Alors, vous l'avez évidemment reconnu, je vais pas vous faire l'affront de vous le présenter.
Wonderhook, c'est un géant francophone des parcs d'attractions, et je vous avoue que son vlog nous a quelque peu refroidis. Faut savoir que le parc ouvre à 10h, les attractions ouvrent à 10h30 et il y a seulement Furious Baco qui est ouvert à 10h. C'est insane, il y a des attractions qui ouvrent à 11h, d'autres qui ouvrent à 11h30. L'organisation n'est pas au top du top, hein, les gars. Ça ouvre à 9h clairement, 10h. 10h tu peux entrer sur le parc. Et il y a quasiment même pas la moitié des attractions qui sont ouvertes. Hein, alors que c'est blindé, hein. C'est blindé. Hein. Franchement c'est un peu honteux. Bon bah Tomahawk 11h30. Voilà, bon bah super, on va faire autre chose. Hein. C'est horrible, c'est relou. Le premier réflexe qu'on a eu a évidemment été de nous dire « c'est pas possible, les gars ont juste pas eu de bol, ils ont visité le parc en pleine période post-Covid, ils ont pas encore eu le temps de s'en remettre, il est encore en plein chaos. » Mais si seulement... Ce qui nous a directement mis en rogne dès notre arrivée a été les horaires d'ouverture complètement daubés des attractions, puisque ces dernières ouvrent graduellement toutes les 30 minutes jusqu'à midi. Mais quelle formidable idée! Ce que ça veut dire concrètement, c'est que si vous n'êtes pas au courant de ce détail, votre planification journalière s'en verra complètement détruite. Je m'explique. Si vous marchez 25 minutes dès l'ouverture pour aller à l'attraction A, qui se situe au fond du parc, pour vous rendre compte qu'elle n'ouvre que dans 1 heure, et que vous refaites 25 minutes pour aller à l'attraction B à l'autre bout du complexe, pour tomber sur une nouvelle attraction fermée, non seulement vous allez très vite devenir quelque peu agressif, mais en plus vous aurez déjà perdu une bonne heure de votre journée déjà beaucoup trop courte à ne strictement rien faire. Il ne vous restera donc en général que 2 solutions. Soit faire les petits flat rides ouverts dans la zone en attendant que les grosses attractions ouvrent, soit errer sans but tel des âmes en peine à la recherche d'un stand de nourriture histoire de patienter une petite demi-heure si tout va bien. Enfin ça c'est si vous en trouvez un d'ouvert. Pour rappel, nous avons visité le parc mi-septembre. Nous n'étions donc plus en haute saison, mais certainement pas en basse non plus. Quelle ne fut donc notre surprise en nous rendant compte que les 2 tiers des infrastructures étaient fermées. Les restaurants, les boutiques, les stands de boissons, glaces, absolument tout était fermé. Nous avons dû marcher d'un pas soutenu, une bonne demi-heure avant de finalement trouver un endroit pour nous restaurer en milieu de journée. Une véritable honte. Et je vous parle même pas de la complexité des menus, hein. C'était tellement contre-intuitif qu'un cast member quadrilingue se tenait à l'entrée pour expliquer aux visiteurs le fonctionnement. Explication qui prenait en général entre 1 à 2 minutes dépendamment du QI du visiteur, allongeant inutilement la durée d'attente et créant une file interminable juste pour entrer dans le seul restaurant ouvert dans les 30 minutes à la ronde. Je vous laisse imaginer le chaos. Dites-vous bien que nous n'avons même pas encore abordé le sujet des attractions, parce que là, le niveau d'incompétence est propulsé au rang de performance artistique. Si vous le voulez bien, nous allons faire un pacte, vous et moi. À partir de maintenant, vous allez croire sur parole tout ce que je m'apprête à vous dire, car à aucun fichu moment, j'ai eu la présence d'esprit de sortir mon téléphone pour filmer ce qui s'est passé. Et je vous promets que tout est vrai. L'histoire que je vais vous raconter maintenant bafoue toute règle morale et nous renvoie aux origines les plus sombres de l'humanité. 1h30, c'est la durée minimum d'attente affichée à tous les coasters majeurs, 30 minutes après leur ouverture malgré la très faible fréquentation du parc. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont fait tourner qu'un seul train dans toutes ces attractions durant toute la putain de journée. Et à la limite, pourquoi pas? Peut-être que ces gens ont tous été formés chez Europa Park. Peut-être qu'ils sont capables de dispatcher un train en moins d'1 minute. Et bien sûr que non. Alors, vous vous doutez bien que j'ai calculé. Et accrochez-vous, hein, pour Shambhala et Dragon Khan, les temps moyens des dispatchs étaient respectivement de 3 minutes 40 et 3 minutes 50. Combien? Et vous allez voir pourquoi. Pour commencer, au moins un train sur 3 avait des harnais bloqués à l'arrivée, ce qui stoppait littéralement le processus de débarquement pendant une bonne minute. Ça donne déjà un indice sur la qualité de l'entretien. Rajoutez à ça des opérateurs qui soit avaient de tension et qui n'avaient clairement pas l'air de comprendre ce qui fichait là, soit faisaient littéralement la fête en chantant, dansant et dragouillant sur le quai plutôt que de guider les visiteurs complètement aux fraises. Et vous arrivez à cette moyenne absolument catastrophique. Ah, et je vous rappelle qu'il n'y a toujours qu'un seul train en activité, hein.
Alors, ne me comprenez pas de travers, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas travailler dans la bonne humeur, hein. Je pense juste qu'on peut se permettre quelques largesses quand on a un process rodé et efficace, ce que les opérateurs présents ce jour-là n'avaient clairement pas. Mais finalement, le pire dans tout ça, ce sont leurs files d'attente du démon, des serpentins interminables qui vous donneront des envies d'extermination de masse, car passer 2 heures là-dedans, c'est aussi fun que de retourner bosser le lundi matin après les vacances. Et vous savez qu'est-ce qui pourrait être encore plus fun? Avoir la vue sur le quai d'embarquement depuis quasiment tous les emplacements de la file d'attente. Eh oui. Alors maintenant, imaginez. Eh non, vous avez pas envie. Mais imaginez quand même. Il fait 35 degrés. Vous êtes bloqué depuis plus d'1 heure dans une queue bondée qui n'avance pas. Vous avez régulièrement la vue sur le quai dans lequel un seul train arrive environ toutes les 2 minutes 30, qui met quasiment 4 minutes à chaque fois pour repartir et qui est rempli à 90% à tout péter. L'entrée indiquait 1h30, ça fait 1 heure que vous êtes là et vous n'êtes toujours pas à la moitié. Et bravo, bravo, et bravo pour Aventura, hein. Vous venez de créer le meilleur programme de torture psychologique du 21e siècle. À côté de ça, Guantanamo, c'est des majorettes, hein. Juste le gros problème de l'Espagne, c'est le rendement qui est horrible. De base, c'est indiqué 15-20 minutes. On a attendu 40 minutes, ils remplissent pas tous les trains. En fait, ils incitent les gens à clairement acheter des fast-pass, en fait, vous savez, les Magic Express, là, je sais pas quoi, là, donc c'est ça le gros problème, quoi. Ils incitent vraiment les gens à payer ça, en fait, donc ils font des files interminables alors qu'il y a personne, le parc est vide, il y a qu'un seul train. Et c'est dommage. Effectivement, on s'est rendu compte qu'ils remplissent pas volontairement tous les véhicules pour clairement. Alors eux ils disent Covid, mais on a très bien compris que c'était vraiment parce que c'est pour inciter les gens à prendre les fast-pass, quoi, vraiment. Alors, quand j'ai vu ce passage, j'ai pas réellement voulu y croire, mais force est de constater que ça semble tenir la route, tant toute cette lenteur et cette désorganisation semblent volontaires. Il suffit d'ailleurs d'aller jeter un coup d'œil à leur site internet pour se rendre compte du business que représentent ces fameux passes. Et on va pas se mentir, ça commence vraiment à valoir la peine à partir de 58 balles. Plus cher que l'entrée du parc donc. On notera également que lors de grosses affluences, ce pass ne vous sera que peu utile, étant donné qu'une 30aine de minutes de fil seront de toute façon inévitables malgré la thune crachée pour ne pas avoir à la faire. Bon, le temps passe et il va quand même falloir qu'on arrive à une conclusion. Vous vous souvenez en début de vidéo quand je vous racontais qu'une mauvaise connaissance des horaires pouvait totalement ruiner votre planification journalière? Eh ben on y arrive, car rappelez-vous, Port Aventura c'est 2 parcs à thème. Eh oui, car on aurait tendance à l'oublier, mais Ferrariland est un parc à part entière, et non pas un simple quartier pseudo-thématique supplémentaire. Et vous savez à quelle heure il ouvre? Approchez. À 16h! Alors, j'espère pour vous que votre avion sera planifié assez tard, car vous risqueriez d'avoir quelques petites surprises. Pour commencer, car le débit de Red Force, ce truc rouge là, est encore plus infect que dans le parc principal, mais surtout car, en ce qui nous concerne, il est tombé en panne 3 fois, de 17h à 21h. Et n'allez pas croire qu'on a juste pas eu de bol, hein, non. Allez sur n'importe quel forum et vous constaterez par vous-même que ce tas de ferraille n'est pas fiable pour un sou et qu'il lâche quasiment quotidiennement. J'ose même pas imaginer ceux qui viennent de l'autre bout de l'Europe juste pour lui, hein, parce que, on va se dire entre nous, c'est la seule raison de visiter ce parc. Ah oui, il y a un dernier petit message aux 2 branleurs de cast members qui comptaient les mouches à l'entrée de Flying Dreams. J'ai peut-être galéré à vous le dire en espagnol, mais je vais pas me gêner pour vous le répéter en français. La prochaine fois qu'un visiteur vous demande poliment combien il y a d'attente car le compteur est en panne, et que vous lui lâchez un rire méprisant tout en retournant à votre discussion comme si de rien n'était. Faudra pas vous étonner si vous finissez avec mes fast-pass à 60 balles bien enroulés au fond de votre... J'aurais pu terminer l'épisode là, en vous rappelant une dernière fois à quel point je vomis Port Aventura. Un parc pourtant magnifique, car au-delà de toute l'incompétence qui y règne, ce complexe est certainement l'une des plus belles destinations d'Europe. Le génie y côtoie régulièrement l'inattendu, et certains lands, pourtant terriblement vieillissants, parviennent encore à nous étonner de par certaines fulgurances artistiques et intemporelles. Alors vous savez quoi ? On va leur laisser une dernière chance, d'autant plus que les rumeurs persistantes entourant un éventuel rachat du parc par Universal semblent de plus en plus sérieuses. Il faut dire que le partenariat déjà établi entre les 2 entités et l'expansion internationale d'Universal ajoute à la crédibilité de cette hypothèse. Mais ne crions pas victoire trop vite. Les déceptions, c'est pas ça qui manque dans l'univers des parcs d'attractions.
Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Désolé pour ce coup de gueule, mais probablement inutile du reste. Mais j'avais besoin de me défouler un petit peu avant les 2 prochaines vidéos qui vont me demander beaucoup de travail. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Vous y trouverez du contenu exclusif et diverses informations concernant les futures créations de la chaîne. Un grand merci à Wonderhook pour m'avoir autorisé à utiliser sa vidéo. Quant à moi, je vous remets entre les futures mains hasardeuses de notre très cher comte Funloaf, à qui il est apparemment arrivé quelques misères du côté de Marne-la-Vallée. Je connais pas. D'ici là, prenez soin de vous, bon ride, et à bientôt. Ah oui, alors du coup, je pense qu'ils sont à la fois incompétents et malhonnêtes. Voilà, merci. En tout cas, Port Aventura, c'est sympa, ça fait mal, et je reviendrai pas de sitôt.